Radio J. Et place à présent à notre rendez-vous quotidien consacré à l'histoire des Juifs de France. Dans ce programme, nous vous proposons notamment et très régulièrement des portraits sur des personnalités connues ou méconnues dans différents domaines. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a fait la pluie et le beau temps à la radio. Il a même été l'un de ceux qui a contribué à vulgariser cette science avec truculence. Il s'agit d'Albert Simon. Et si son nom ne dira rien en moins de 40 ans, il est en revanche familier des auditeurs les plus âgés car il a été une star de la météo sur Europe 1 et à la télé pendant des années. Et le chanteur Carlos lui a même consacré une chanson dans les années 70. Christophe, c'est en parlant d'Albert Simon avec notre direction à Radio J il y a quelques jours que vous avez eu l'idée en fait de lui consacrer un portrait. On peut rien vous cacher, on peut pas vous confier de secret. Mais oui, d'autant et cela je l'ignorais qu'Albert Simon est issu d'une famille juive égyptienne née le 1er avril 1920 au Caire. C'est donc pas une blague, 1er avril, vous avez compris. D'accord, très bien. Voilà, pour situer un peu donc le pays dans l'histoire à ce moment-là, l'Égypte n'est plus ottomane depuis 1882, après plus de 3 siècles. C'est un protectorat britannique qu'on appelle plus précisément le sultanat d'Égypte. Et pendant la Première Guerre mondiale, alors que les Turcs tentent de reprendre l'Égypte, c'est un échec. L'armée britannique résiste, mais après la guerre, comme dans d'autres pays arabes d'ailleurs, il y a des volontés d'indépendance qui sont durement réprimées. Et au moment de la naissance d'Albert Simon, la communauté juive égyptienne est très importante et son histoire remonte à l'époque biblique. Et parmi les plus célèbres juifs d'Égypte, dans cette longue histoire, on peut citer le rabbin séfarade Moïse Maïmonide, né à Cordoue au XIIe siècle. C'est l'une des autorités rabbiniques les plus importantes du Moyen-Âge, qui a aussi été philosophe, médecin de cour et astronome. Moïse Maïmonide, le dirigeant de la communauté juive égyptienne jusqu'à sa mort en 1204. Il faut signaler qu'au cours de leur histoire en Égypte, les juifs du pays vont alterner les moments où ils vont être acceptés, notamment auprès des souverains, mais aussi de périodes d'expulsion, de pogroms et d'accusations de crimes rituels. Alors Albert Simon, lui, va grandir dans une Égypte en pleine mutation. En 1922, l'Égypte est indépendante et devient un royaume avec comme souverain un certain Fouad Ier. Et Albert Simon qui va grandir dans une Égypte qui a alors une attitude bienveillante envers sa population juive, bien que la nationalité égyptienne n'ait généralement refusé aux juifs, les nouveaux immigrants, ainsi qu'à tous les immigrants étrangers qui, pour la plupart, proviennent d'Europe. Ils fuient les persécutions, ils fuient les pogroms, mais il y a aussi ceux qui viennent d'autres pays de l'Empire ottoman. Il faut signaler aussi que les Juifs, à cette période-là, dans les années 20, dans les années 30, jouent un rôle important dans l'économie égyptienne et leur population qui va augmenter jusqu'à 80 000 membres. On ne sait pas grand-chose de la jeunesse d'Albert Simon, qui grandit dans une famille pratiquante. Toutefois, pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'il est météorologue dans l'armée américaine. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur lui. Il faut dire que c'était plutôt un homme très secret. En 1948, on sait en revanche qu'il se rend en Israël et qu'il est très marqué par la guerre d'indépendance, vous le savez, déclenchée le 15 mai 1948 par une coalition de pays arabes au lendemain même de la création du nouvel État et qui se soldera au terme de 9 mois de combat par une victoire israélienne, mais aussi par des milliers de morts, entre 12 et 20 000 Arabes, 4 000 soldats et 2 400 civils israéliens tués. Alors du coup, il arrive en France en 1949 et pendant quelques années, il fait partie d'une communauté en Charente-Maritime non violente et végétarienne qui suit les préceptes de Gandhi, l'homme à l'origine de l'indépendance de l'Inde en 1947 et qu'il a payé de sa vie d'ailleurs en étant assassiné quelques mois plus tard. On appelle cela les communautés de l'Arche, fondées par un écrivain d'origine italienne, Lanza del Vasto, qui avait rencontré Gandhi en Inde quelques années plus tôt, avait d'ailleurs écrit un ouvrage sur lui, s'était entretenu avec lui alors que le pays faisait encore partie de l'Empire britannique. On peut donc dire que ces communautés rurales, ces communautés de l'Arche, sont un petit peu l'ancêtre du mouvement altermondialiste. Vous savez, le plateau du Larzac et tout ça. Jusque dans les années 80, d'ailleurs, ces communautés vont exister. Après cette parenthèse au sein des communautés de l'Arche, justement, Albert Simon retourne en Égypte et il est chargé du bulletin météo sur Radio Le Caire. Et puis il revient en France et là il postule en 1958 pour écrire des bulletins météo sur une radio qui n'a alors que 3 ans d'existence. Europe numéro 1, une station comme RMC, Radio Luxembourg et Sud Radio qui est périphérique. Pourquoi on dit périphérique ? Parce que les émetteurs ne sont pas situés sur le territoire français, mais à l'étranger, aux frontières, avec la France. Et d'ailleurs, l'émetteur d'Europe numéro 1 est situé dans la Sarre, en Allemagne. Europe, comme les stations que j'ai citées, donc Sud Radio, RMC, Radio Luxembourg, est une radio privée, elle vit de la pub. Ce ne sont pas des radios d'État, comme par exemple Paris Inter, France Inter, qui font partie de la RTF, qu'on appellera plus tard l'ORTF. Europe numéro 1 émet pour la première fois le 1er
1er janvier 1955, à 7h du matin, fondée par plusieurs hommes, notamment Charles Michel Somme, un juif roumain qui a démarré sa carrière dans les cabinets ministériels, et créé Radio Tanger en 1936. Publicitaire, il a été, on le rappelle, à l'origine de Télé Monte Carlo. Eh oui, exactement, un Charles Michelson, donc on peut dire que c'est lui, le fondateur d'Europe 1. L'autre fondateur aussi, parce qu'évidemment tout ça, ça ne se fait pas tout seul, c'est Louis Merlin, qu'on va surnommer le Jules Verne des ondes, rien que ça, qui a redressé Radio Luxembourg après-guerre. Radio Luxembourg, c'est la future RTL, pour en faire la radio la plus populaire de France après-guerre, avec notamment des feuilletons et des jeux. Mais la radio, Europe numéro 1, après quelques mois d'existence, ça va pas fort. Elle est toute proche du dépôt de bilan et c'est un industriel de l'aviation, Sylvain Floirat, qui va sauver la station et tout simplement injecter de l'argent pour la faire vivre. Sont également recrutés comme directeur de la rédaction le journaliste Pierre Sabag, qui avait créé, lui, et présenté le premier journal télévisé le 29 juin 1949, et un jeune programmateur musical, Lucien Maurice. Et le premier directeur de l'information d'Europe, c'est Maurice Siegel, qui lui vient de la presse écrite et qui a une idée très précise de ce qu'il veut faire de l'info sur Europe. Il veut que les journaux soient à plusieurs voix, avec un ton parlé comme dans la rue, mais aussi avec de l'édito, du reportage. C'est le début d'ailleurs de ce qu'on appelle le NAGRA, le petit appareil enregistreur, des débats avec des spécialistes ou des auditeurs. Bref, il va dépoussiérer le ton de la radio qui, jusque-là, il faut bien le dire, était assez monotone avec les speakers qui se contentaient de lire des dépêches. Directeur général adjoint, Maurice Siegel devient ensuite le directeur général de la station en 1961. Et c'est justement dans ce contexte qu'Albert Simon, le fameux, passe son essai sur Europe numéro 1 et il est retenu. Il prévoit fin septembre 1958 des gelées pour la fin du mois suivant et effectivement fin octobre, il y a bien des gelées. Oui, effectivement, il est plutôt doué et le voilà donc embauché sur une station qui va s'imposer petit à petit comme une radio phare grâce à des émissions devenues cultes. Alors, il y a le Vous êtes formidable de Pierre Bellemare, le feuilleton signé Furax aussi, créé par Pierre Dac et Francis Blanchet, surtout une émission culte qui va symboliser toute une époque. Salut les copains. C'est également Europe numéro 1 qui va lancer justement dans la foulée des SLC les carrières de Dalida. Faut dire que Lucien Maurice, le directeur des programmes, et son époux, c'est un peu plus facile. Claude François ou bien encore Michel Polnareff avec une technique nouvelle, héritée d'ailleurs des radios américaines. C'est ce qu'on appelle le matraquage. En clair, on passe plusieurs fois par jour la même chanson. Et puis Europe 1 aussi invente des événements, la fête aux Tuileries, crée des spectacles itinérants et notamment un fameux concert en 1963 qui fera beaucoup parler à l'époque, place de la Nation à Paris, plein de vedettes sur scène, dont Johnny Hallyday et qu'un certain Philippe Bouvard, pas très fan de la musique yéyé, avait comparé à l'époque dans la presse au discours, rien que ça, au discours d'Hitler, au Reichstag. Plus tard, Europe numéro 1 va couvrir abondamment avec RTL, sa principale concurrente, car elle aussi s'adresse aux jeunes, les événements de mai 1968. L'antenne y consacre des heures en direct et on va surnommer d'ailleurs Europe numéro 1 Radio Barricade. Première radio de France à l'époque, dans un paysage qui ne compte que quelques stations. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, par exemple, France Info n'existe pas plus que les musicales comme Énergie, qui feront en fait irruption beaucoup plus tard, au début des années 80, après la libéralisation des ondes, les radios libres par le gouvernement de François Mitterrand. Alors aujourd'hui, on n'a pas idée, mais à l'époque d'Albert Simon, Europe est partout. Les voitures oranges, sur les routes de France, prêtes à couvrir le moindre événement. Et si un auditeur d'ailleurs en voyait une et qui s'approchait d'elle, il pouvait remporter un jeu, l'Europe Stop, et gagner de l'argent, à condition bien sûr d'écouter l'antenne. Jusqu'en 1963, Albert Simon n'est pas connu des auditeurs d'Europe 1 car il écrit des bulletins. Ce sont les journalistes qui les lisent à l'antenne dans les journaux. Puis Maurice Siegel décide que finalement, ce sera Albert Simon lui-même qui désormais parlera au micro. Oui, et du coup, il va devenir Albert Simon une voix familière d'Europe numéro 1 aux côtés de Pierre Bellemare, de Jacques Martin, de Jean-Yann, de Madame Soleil qui fait l'horoscope ou des Daniel Philippaki et Franck Thénault qui ne sont autres que les présentateurs de Salut les copains. Et pourtant, Albert Simon a une voix très particulière, mais on ménage le suspense car nous verrons cela dans la suite de ce portrait consacré au Monsieur Météo d'Europe numéro 1. Merci beaucoup Christophe.